Je m'appelle Julia, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie se déroulerait ainsi. J'ai grandi dans une famille plutôt normale, enfin, normale pour nous en tout cas. Mon père était toujours occupé avec son entreprise d'encadrement de fenêtres, et ma mère s'occupait de la maison. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Mon père parlait rarement de travail à la maison. Il rentrait tard, embrassait rapidement maman et me demandait comment se passait l'école. C'était à peu près tout. Cela ne me dérangeait pas d'y aller. J'étais heureuse dans mon petit monde. Je me souviens du jour où tout a changé. J'avais 22 ans, je sortais de l'université et j'essayais de savoir ce que j'allais faire de ma vie. J'ai entendu papa au téléphone, la voix tendue. Non, absolument pas. Je ne te laisserai pas reprendre mon entreprise. J'ai travaillé trop dur pour cela, disait-il. Je n'aurais pas dû écouter aux portes. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon estomac se tordait à mesure que j'écoutais. La société de papa avait des problèmes? Pourquoi n'avait-il rien dit? Ce soir-là, au dîner, je l'ai observé attentivement. Il semblait normal, plaisantant avec maman au sujet de son rôti trop cuit. Mais j'ai vu les rides d'inquiétude autour de ses yeux, la façon dont son sourire ne les atteignait pas. Je devais faire quelque chose. Mais que faire? Je ne connaissais rien au monde des affaires. Pourtant, je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder ma famille perdre ses moyens de subsistance. Le lendemain, j'ai fait quelques recherches. Il n'a pas été difficile de découvrir qui essayait de reprendre l'entreprise de papa. Un homme d'affaires influent du nom de Robert Caldwell. Son bureau n'était pas loin de notre maison. Et la réceptionniste m'a regardé comme si j'étais folle quand j'ai demandé à voir Monsieur Caldwell. Vous avez un rendez-vous, demande-t-elle, le sourcil levé. Non. Mais c'est important. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Suppliai-je. Elle a dû avoir pitié de moi, car après un coup de fil, elle m'a fait signe vers l'ascenseur. Dernier étage, a-t-elle dit. Elle a monté m'a semblé durer une éternité. Lorsque les portes se sont ouvertes, je me suis retrouvée face à Robert Caldwell en personne. Il était plus âgé que je ne m'y attendais, avec des cheveux argentés et un regard vif. Eh bien, dit-il en me regardant de haut en bas. Que avons-nous là? Je déglutis difficilement. Monsieur Caldwell, je suis Julia Thompson. Je suis ici au sujet de la société de mon père, Thomson Windows. Ses sourcils se sont froncés. La fille de Thomson? C'est inattendu. Entrez, parlons d'H en point. Je le suivis dans son bureau, en essayant de ne pas rester bouche bée devant la vue. Il s'installa derrière son imposant bureau et me fit signe de m'asseoir. Alors, Madame Thompson, que puis-je faire pour vous? J'ai pris une grande inspiration. S'il vous plaît. Ne reprenez pas l'entreprise de mon père. Elle représente tout pour lui. Il doit y avoir un autre moyen. Caldwell s'est penché en arrière, m'étudiant. C'est intéressant. J'ai une proposition à vous faire, Madame Thompson. Je quitterai l'entreprise de votre père si vous acceptez d'épouser mon fils. Je le dévisage, sûr d'avoir mal entendu. Pardon? Vous avez bien entendu. Épousez mon fils, faites-le grandir un peu. Faites ça, et la société de votre père sera en sécurité. J'ai quitté le bureau de Caldwell, hébété. Épouser son fils? Était-il fou? Mais plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que je n'avais pas vraiment le choix. C'était soit ça, soit regarder l'œuvre de mon père s'effondrer. Le lendemain, je me suis retrouvée dans ce bureau intimidant. Caldwell m'attendait, un sourire suffisant sur le visage. Alors, Madame Thompson, avez-vous pris votre décision? J'ai pris une grande inspiration. Oui. Je vais le faire. J'épouserai votre fils. Caldwell a tapé dans ses mains. Excellent. Nous allons vous présenter, voulez-vous, sans que je m'en rende compte, on m'a fait entrer dans une autre pièce. Et il était là, le fils de Caldwell.
Je m'attendais à un homme d'affaires un peu guindé, mais l'homme qui s'est levé pour m'accueillir était tout sauf cela. Il était grand, avait des cheveux noirs en désordre et un sourire tordu. Et, dit-il en me tendant la main. Je m'appelle Jacques. Vous devez être Julia, je lui serrai la main en essayant de ne pas montrer ma surprise. Oui, c'est bien moi. Le père de Jacques se racla la gorge. Je vous laisse faire connaissance. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, l'attitude décontractée de Jacques a disparu. Il se passa une main dans les cheveux, l'air mal à l'aise. Écoutez, je suis désolé. Mon père a des idées plutôt démodées. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître nonchalant. Ce n'est pas grave. On est tous les deux adultes, non? On peut gérer ça. Jacques a ri, mais son rire semblait forcé. Oui, c'est vrai. Un simple mariage arrangé. Pas de quoi en faire un drame. Nous avons passé l'heure suivante à discuter, et je déteste l'admettre, mais Jacques était plutôt intéressant. Il était intelligent et drôle, même s'il semblait un peu irresponsable. Je comprenais pourquoi son père voulait qu'il grandisse. Au cours des semaines suivantes, Jacques et moi avons commencé à sortir ensemble, si l'on peut dire. Nous allions dîner, voir des films, les choses habituelles. Mais il y avait toujours ce sentiment de gêne. Nous savions tous les deux que ce n'était pas réel, même si nous faisions semblant. C'est ainsi que, 6 mois après cette rencontre fatidique dans le bureau de Caldwell, je me suis retrouvée à descendre l'allée. Mon père avait l'air si fier. Si heureux. Il n'avait aucune idée de l'accord que j'avais passé pour sauver son entreprise. En prononçant mes vœux, j'ai regardé Jacques dans les yeux. Il n'y avait pas d'amour, pas vraiment. Mais il y avait de l'amitié, et peut-être que cela pourrait suffire. La réception s'est déroulée dans un flot de félicitations et de champagne. Et la mère de Jacques, Elisabeth, m'a coincé à un moment donné, le sourire crispé. Bienvenue dans la famille, ma chère, dit-elle, la voix dégoulinante d'insincérité. J'espère que tu rendras Jacques heureux. J'ai affiché mon meilleur faux sourire. J'essaierai certainement, Madame Caldwell. Lorsque nous sommes partis en lune de miel, j'ai aperçu mon beau-père. Il rayonnait, manifestement content de lui. J'ai ressenti un éclair de colère. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu. Les premières années de notre mariage ont été pour le moins intéressantes. Jacques et moi nous sommes installés dans une sorte de routine. Nous vivions dans une belle maison, grâce à la richesse de son père, mais nous avions plus l'impression d'être des colocataires que des époux. Je faisais de mon mieux pour avoir une bonne influence sur Jacques. Lentement, mais sûrement, j'ai vu des changements en lui. Il a commencé à passer moins de temps avec ses amis fêtards et plus de temps au bureau avec son père. Je pouvais voir la fierté dans les yeux de son père lorsque Jacques commençait à montrer un réel intérêt pour l'entreprise. Cela m'a donné l'impression que tout cet arrangement n'était peut-être pas inutile. Pour la mère de Jacques, en revanche, c'était une autre histoire. Elle n'a jamais rien dit, mais je pouvais sentir sa désapprobation rayonner par vagues. La façon dont elle pinçait les lèvres quand je parlais, ou les compliments qu'elle faisait d'un revers de main. Oh, Julia, cette robe est intéressante. C'est très courageux de ta part de porter quelque chose comme ça. Je serrais les dents et souriais. Merci, Madame Caldwell. Malgré les difficultés. Je gardais espoir. Peut-être, juste peut-être, que Jacques et moi pourrions nous aimer. Peut-être que lorsque nous aurions des enfants, les choses changeraient. Mais la vie avait d'autres projets. C'est par une fraîche journée d'automne que nous avons appris la nouvelle. Jacques et moi étions assis dans le cabinet du médecin, le silence pesant entre nous. Je suis désolé, a dit le médecin, d'une voix douce. Mais les tests montrent que vous, Monsieur Caldwell, n'êtes pas en mesure d'engendrer des enfants. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas d'enfants. La seule chose sur laquelle je comptais pour nous rapprocher, pour rendre ce mariage réel, était désormais impossible. Cette nuit-là, alors que je restais éveillée, j'ai pensé à mes propres parents. Les affaires de mon père avaient prospéré depuis mon mariage avec Jacques.
Il avait même réussi à doubler son chiffre d'affaires. J'étais heureuse pour lui. Vraiment. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu perdue. Je voulais travailler, avoir un but autre que celui d'être la femme de Jacques. Mais quand je lui en ai parlé, sa réponse a été rapide et ferme. Travailler? Pourquoi aurais-tu besoin de travailler? Nous avons plus d'argent qu'il n'en faut. Ce n'est pas une question d'argent, Jacques. Je veux faire quelque chose d'utile. Il a secoué la tête. Dans notre cercle, les épouses ne travaillent pas. Elles font la charité. Pourquoi ne pas créer une fondation ou quelque chose comme ça? C'est ainsi qu'est née la fondation Julia Caldwell pour les enfants atteints de cancer. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais cela m'a donné un but. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, organisant des collectes de fonds, visitant les hôpitaux, faisant tout ce que je pouvais pour aider. Jacques ne semblait pas se préoccuper de ma nouvelle passion. En fait, il ne semblait pas s'intéresser à ce que je faisais ces derniers temps. Nous vivions des vies parallèles, nous habitions le même espace, mais nous nous croisions rarement. Les années ont passé. 10, pour être exact. Et puis, tout a changé à nouveau. Le père de Jacques est mort subitement d'une crise cardiaque. C'est ainsi que Jacques a été propulsé dans le rôle de PDG. J'ai essayé de le soutenir, mais je le voyais lutter contre le poids de ses nouvelles responsabilités. 2 ans plus tard, nous avons reçu d'autres mauvaises nouvelles. La mère de Jacques avait un cancer. Nous devrions la transférer dans un établissement de soins, a dit Jacques, la voix détachée. Ils s'occuperont mieux d'elle là-bas. Mais sa mère a refusé. Je mourrai dans ma propre maison, déclara-t-elle, le menton relevé avec défi. C'est ainsi que, forte de mes années d'expérience au sein de la Fondation contre le cancer, j'ai pris en charge ses soins. J'ai engagé des infirmières, coordonné les traitements et passé des heures à son chevet. À ma grande surprise, l'attitude d'Elisabeth à mon égard a commencé à s'adoucir. Un jour, alors que j'ajustais ses oreillers, elle m'a attrapé la main. Vous êtes une femme bien, Julia, dit-elle doucement. Je suis désolée, je ne l'ai pas vue plus tôt. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci, Madame Caldwell. 5 années se sont écoulées depuis que Jacques a repris l'entreprise de son père. J'aimerais pouvoir dire que les choses se sont améliorées, mais la vérité est loin d'être là. Le comportement de Jacques est devenu de plus en plus erratique. Elle buvait de plus en plus, rentrait à la maison à des heures bizarres et m'engueulait pour la moindre chose. Un jour, j'ai reçu un appel de l'assistante de Jacques. Madame Caldwell, je suis désolée de vous déranger, mais Monsieur Caldwell n'est pas venu au bureau depuis des jours. Tout va bien. Quand il est rentré chez lui en titubant, en pestant l'alcool, je l'ai confronté. Jacques. Que se passe-t-il? Votre assistante a appelé. Vous n'êtes pas allé travailler? Il a ri amèrement. Au travail? À quoi bon? La société est en train de couler de toute façon. Ce cher vieux papa m'a laissé un navire en perdition, et je n'ai pas pu le maintenir à flot. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Toutes ces années de dur labeur, envolées? Et Jacques semblait presque soulagé. Désespérant de sauver quelque chose, j'ai tendu la main à mon père. Bien qu'il soit semi-retraité, il a accepté de m'aider. Il a offert à Jacques un poste d'adjoint, dans l'espoir de lui redonner le goût de la réussite. Mais Jacques n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Il arrivait en retard, partait tôt et faisait généralement le strict minimum. J'ai assisté, impuissant, à la chute du chiffre d'affaires de mon père. Je savais que je devais avoir une discussion sérieuse avec Jacques. Un soir, après qu'il ait bu quelques verres, comme d'habitude, je me suis approchée de lui. Jacques. Il faut qu'on parle du travail. Tu te montres à peine. L'entreprise de mon père souffre à cause de toi. Le visage de Jacques s'est déformé sous l'effet de la colère. Oh, alors maintenant c'est ma faute? Je n'ai jamais voulu ça, Jules. Rien de tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il rit, d'un son dur et laid. Cette vie, ce mariage.
J'attends juste que maman casse sa pipe, pour pouvoir vendre sa maison et partir d'ici. Je l'ai regardé fixement, horrifié. Comment peux-tu dire cela? Ta mère est en train de mourir, et tout ce qui t'intéresse, c'est son argent, ne fais pas la fine bouche, a-t-il craché. Nous savons tous les deux que ce mariage est une imposture. Tu as autant envie que moi de t'en aller. Dégoûté, je me suis retourné pour quitter la pièce. En ouvrant la porte, je suis tombé nez à nez avec la mère de Jacques. L'expression de son visage me dit qu'elle a tout entendu. Pendant un moment, nous nous sommes regardés fixement. Puis, en silence, elle m'a tendu la main et l'a serrée. Dans ce geste, j'ai senti sa gratitude, sa compréhension et son chagrin. Le jour où j'ai reçu l'appel concernant l'accident d'avion de mes parents, mon monde s'est effondré. Maman et papa sont partis en un instant. Leur petit avion pour Hawaï, qui devait être une seconde lune de miel, était devenu leur dernier voyage. J'avais besoin de soutien, de quelqu'un sur qui m'appuyer. Mais Jacques? Il était introuvable. Mon propre mari n'a même pas pris la peine de se rendre à l'enterrement. Alors que je restais là, à regarder les cercueils de mes parents s'enfoncer dans la terre, je me sentais plus seule que jamais. Après les funérailles, la colère a commencé à remplacer mon chagrin. Comment a-t-il osé? Comment avait-il pu m'abandonner au moment où j'avais le plus besoin de lui? Avec cette nouvelle fureur qui m'animait, je suis entrée dans l'entreprise de papa, notre entreprise à présent. Je suppose. La vue qui m'accueillit lorsque j'entrai dans l'ancien bureau de papa me fit bouillir le sang. Il y avait Jacques, assis dans le fauteuil de papa comme si l'endroit lui appartenait, aboyant des ordres comme un héros conquérant. Jacques, dis-je, la voix serrée par une rage à peine contenue. Il faut qu'on parle. Il a levé les yeux, son visage n'étant plus qu'un masque d'agacement. Qu'est-ce qu'il y a encore, Jules? Tu ne vois pas que je suis occupée? J'ai craché. Tu n'as même pas été assez occupé pour venir à l'enterrement de mes parents. Jacques roule des yeux. Oh, c'est reparti pour la morale. Tu sais quoi, Jules? Toujours en train de harceler, toujours en train de pousser. Eh bien, j'en ai assez. Et j'en ai fini avec Théo. Je l'ai regardé fixement, choqué. Puis j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Un regard froid et calculateur a remplacé la colère. Tu sais, Jules, dit-il d'une voix soudainement calme. Cette entreprise? Elle vaut environ 17 millions de dollars. Et devinez quoi? En tant que directeur adjoint, tout m'appartient maintenant. Mon cœur s'effondre. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est adossé à la chaise de papa, avec un sourire suffisant. Je suis le directeur adjoint. J'ai tous les mots de passe, l'accès à tous les comptes. C'est moi qui commande maintenant, et tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas faire ça, dis-je, la voix tremblante. Tu as déjà mené la société de ton père à sa perte. Je ne te laisserai pas faire la même chose avec l'héritage de mon père. Jacques rit, d'un son froid et dur. Oh, je ne vais pas la diriger. Je vais la vendre, morceau par morceau. Et ensuite, je vivrai comme un roi. Avant que je puisse l'arrêter, il s'est tourné vers l'ordinateur. J'ai vu avec horreur qu'il transférait une grosse somme du compte de la société vers son compte personnel. Voilà, dit-il en se retournant vers moi. Cela devrait me permettre d'être à l'aise pendant un certain temps. Puis, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient mineur, il a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti une pile de papiers. Et voici. Les papiers du divorce. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette farce, n'est-ce pas? J'ai attrapé les papiers par réflexe, l'esprit en ébullition. Ce n'est pas possible. C'était trop rapide. Le père de mes parents, mon mariage terminé, la société de mon père volée sous mes yeux. J'ai quitté le bureau, hébété, les papiers du divorce serrés dans ma main. Mais en marchant, quelque chose a changé en moi. J'avais passé des années à me plier à la volonté de Jacques, aux manipulations de son père. C'en était trop. Il était temps de riposter. Avec une détermination renouvelée,
je me suis dirigée directement vers le bureau de l'avocat de mon père. Monsieur Henderson était l'ami et le confident de mon père depuis des années. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était lui. Julia, dit Monsieur Henderson en se levant pour m'accueillir lorsque j'entre dans son bureau. Je suis vraiment désolé pour tes parents. Comment tenez-vous le coup? Je m'effondrai sur la chaise en face de lui, les événements de la journée s'enchaînant à toute vitesse. Monsieur Henderson m'écouta patiemment, son expression devenant de plus en plus sombre. Lorsque j'eus terminé, il s'adossa à sa chaise, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Julia, je pense qu'il est temps que je partage quelque chose avec toi. Le testament de ton père. Il a fait quelques changements juste avant, juste avant l'accident. Pendant qu'il lisait le testament, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. L'entreprise, c'était la mienne. Tout à moi. Papa me l'avait légué, par Jacques. Mais ce n'est pas tout. M. Henderson a levé les yeux de ses papiers, les yeux pétillants. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Votre père a renvoyé Jacques 2 semaines avant sa mort. Il l'a renvoyé purement et simplement. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Un vrai rire, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité. Donc, tous ces ordres que Jacques donnait. Complètement insignifiants, a confirmé Monsieur Henderson. Puis il a sorti une enveloppe. Il y a encore une chose. Une lettre de votre père. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. L'écriture familière de mon père s'estompait tandis que mes yeux se remplissaient de larmes. Ma très chère Julia, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je suis désolée de te laisser comme ça, mais j'espère t'avoir laissé les outils pour construire la vie que tu mérites. L'entreprise est à vous maintenant. Et Jules, il est temps de laisser tomber Jacques. Tu as assez donné de toi-même dans ce mariage. Il est temps de vivre pour toi. Je t'aime, ma chérie. Rends-moi fier. J'ai levé les yeux vers Monsieur Henderson, en m'essuyant les yeux. Avez-vous un stylo? Sans un mot. Il m'en a tendu un. J'ai signé les papiers du divorce que Jacques m'avait donné, me sentant plus légère à chaque coup de crayon. Pouvez-vous les classer? Demandai-je en les lui rendant. Je veux que ce soit fait le plus rapidement possible. Monsieur Henderson acquiesça. Considérez que c'est fait. En quittant son bureau, je me suis sentie libre. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie, je contrôlais ma propre vie. Plus de Jacques, plus de Caldwell qui tire les ficelles. Sur un coup de tête, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sarah, ma meilleure amie de la Charity Foundation. Sarah? C'est Julia. Tu veux qu'on prenne un café? J'ai des nouvelles. 1 heure plus tard, nous étions assises dans notre café préféré, un café au lait à la main. Alors, dit Sarah en me regardant curieusement. C'est quoi cette grande nouvelle? J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai tout dit, Jacques, l'entreprise, le divorce. Sarah a écouté. Les yeux écarquillés. Quand j'ai eu fini, elle a traversé la table et m'a serré la main. Ma fille, tu es libre. Et maintenant, c'est toi le patron. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant son enthousiasme. Je ne sais pas, Sarah. Puis-je vraiment diriger une entreprise? Elle me fixe d'un regard sévère. Tu te moques de moi? Julia, tu gères la Charity Foundation comme une pro depuis des années. Tu es intelligente, tu es organisée et tu t'intéresses vraiment aux gens. Tu seras une excellente directrice générale. Après mon entretien avec Sarah, je me suis sentie revigorée. Il était temps de faire face à la musique et de récupérer mes affaires chez Jacques. Je ne l'avais jamais considéré comme ma maison, et je savais maintenant pourquoi. J'ai trouvé ma belle-mère, Elisabeth, dans le salon. Elle avait les traits tirés, fatiguée par son combat contre le cancer. Elisabeth, lui dis-je gentiment, je viens chercher mes affaires. Jacques et moi allions divorcer. À ma grande surprise, ses yeux se sont remplis de larmes.
Julia, je sais que je n'ai pas toujours été gentille avec toi, mais tu as été si bonne avec moi. Est-ce que tu envisagerais de m'emmener avec toi? Je suis restée bouche bée. Tu veux venir avec moi? Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Jacques entra en trombe, le visage rouge de fureur. Toi, cria-t-il en me montrant du doigt. Qu'est-ce que tu as fait? Les comptes de la société sont bloqués. Je ne peux pas accéder à l'argent. Je me suis redressée, le regardant droit dans les yeux. Cet argent n'est pas à toi, Jacques. Il ne l'a jamais été. Oh, et au fait, mon père vous a viré il y a 2 semaines. Vous n'avez aucun droit sur l'entreprise. J'ai déjà demandé à la sécurité de ne pas vous laisser entrer dans le bâtiment. La bouche de Jacques s'ouvre et se ferme, comme un poisson hors de l'eau. Puis son regard s'est déplacé, remarquant sa mère en train de faire sa valise. Maman, qu'est-ce que tu fais? Élisabeth regarde son fils, avec une expression mêlée de tristesse et de détermination. Je pars avec Julia. Je suis désolée, Jacques, mais tu as prouvé que tu n'étais pas fiable. Le visage de Jacques devint encore plus rouge. Pas fiable? Moi? Tout est de ta faute. Tu m'as élevé pour que je sois comme ça. Toi et tes chouchous, et tes attentes. Il se tourna vers moi, sa voix dégoulinant de venin. Très bien. Sortez. Tous les 2. Je n'ai besoin d'aucun de vous. J'ai ressenti une vague de pitié pour lui. Cet homme colérique et amer était bien loin de l'homme charmant et responsable que j'avais épousé. Mais je ne pouvais pas me laisser influencer. Je ne pouvais plus me laisser influencer. Viens, Élisabeth, dis-je doucement. Prenons tes affaires. Pendant que nous faisions nos valises, Jacques a continué à fulminer, à proférer des insultes et des reproches. Mais nous avons fait la sourde oreille. Nous concentrant sur la tâche à accomplir. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents est calme. Élisabeth somnolait sur le siège passager, le stress de la journée se faisant sentir. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, une boule s'est formée dans ma gorge. C'était étrange de venir ici sans maman et papa. Nous sommes là, dis-je doucement, en réveillant doucement Élisabeth. Je l'ai aidée à entrer et l'ai conduite dans la chambre de mes parents. Je me sentais bien, d'une certaine manière, de lui donner de l'espace. Tu es sûre? Demanda Élisabeth, les yeux écarquillés en découvrant la pièce. J'ai hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge. Oui. Je pense qu'il l'aurait voulu ainsi. Alors que j'aidais Élisabeth à s'installer, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Le chagrin pour mes parents, le soulagement d'être libéré de Jacques, l'incertitude quant à l'avenir. Mais derrière tout cela, il y avait une lueur d'espoir. Reprendre l'entreprise de mon père? C'était comme plonger dans le grand bain sans savoir nager. Les premiers mois ont été un tourbillon de réunions, de rapports financiers et de nuits blanches. Mais j'étais déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. J'ai engagé Tom, un brillant consultant en affaires, comme bras droit. Il m'a patiemment guidé dans les méandres de la gestion d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il me disait, tu as de bons instincts, Julia. Fais-leur confiance. Lentement mais sûrement, j'ai trouvé mes marques. 6 mois plus tard, je ne me contentais pas de faire du surplace, je faisais des longueurs. Les performances de l'entreprise ont commencé à s'améliorer et j'ai ressenti un élan de fierté, sachant que mon père aurait été ravi. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais négligé la Fondation contre le cancer. Au contraire, mon travail au sein de la Fondation est devenu encore plus important pour moi. C'était un lien avec mon passé et un phare pour mon avenir. L'état d'Élisabeth s'est aggravé au fil du temps. Je me suis investie dans ses soins, déterminée à rendre ces derniers jours aussi agréables que possible. Nous nous sommes rapprochés au cours de ces 2 années, guérissant de vieilles blessures et formant un lien que l'on n'aurait jamais cru possible. Le jour où elle est décédée, je lui ai tenu la main et j'ai murmuré « Merci pour tout, Élisabeth ». Elle m'a serré la main faiblement,
un petit sourire aux lèvres, avant de s'éteindre paisiblement. J'ai organisé les funérailles moi-même, en veillant à ce que tout soit parfait. Jacques n'est pas venu. Je n'ai pas été surprise, mais j'ai été stupéfaite de voir à quel point il était tombé. Quelques semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de Monsieur Henderson. Julia, il y a quelque chose que tu dois voir. Peux-tu venir dans mon bureau? Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Jacques, une jeune blonde accrochée à son bras. Et elle me sourit. Eh bien, si ce n'est pas le petit PDG. Ne vous inquiétez pas, je suis juste là pour toucher mon héritage. Maman et moi avons peut-être eu des différends, mais le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? Je me suis mordu la langue, attendant que Monsieur Henderson prenne la parole. L'avocat se racla la gorge et commença à lire le testament d'Elisabeth. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais l'air suffisant de Jacques se transformer en incrédulité, puis en fureur. Je lègue donc ma maison et toutes mes économies à Julia Thompson, à condition que l'argent soit versé à la fondation contre le cancer qu'elle soutient avec tant de passion. Les larmes me montent aux yeux. Le dernier acte de bonté d'Elisabeth m'a bouleversée. Jacques a explosé. C'est des conneries. Elle a manipulé maman. C'est une fraudeuse? Une chercheuse d'or. Elle a gâché ma vie et maintenant elle me vole mon héritage. Sa petite amie, l'air ahuri, s'éloigne de lui. Tu as dit qu'avec cet argent, nous serions tranquilles pour la vie. Je m'en vais. Elle est partie en trombe, laissant Jacques bredouille. En quittant le bureau, j'ai entendu les vociférations de Jacques s'estomper derrière moi. Je me suis sentie légère, libre. Le cadeau d'Elisabeth n'était pas seulement une question d'argent, c'était une validation. Elle m'avait vu, vraiment vu, et m'avait trouvé digne.